Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Diane et Théo sont partis sillonner la planète à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde, afin d'inspirer les vocations d'aujourd'hui et de demain. Les deux amis étaient loin de se douter que cette odyssée bas carbone durerait finalement 3 ans, que leur projet Inspire changerait de visage en cours de route, qu'après avoir vécu à l'école de la vie, celui-ci les amènerait de nouveau sur les bancs de leur école de commerce pour délivrer le témoignage qu'ils et elles auraient aimé recevoir il y a 10 ans. Ne pas perdre sa vie à la gagner. Les deux slow reporters me livrent avec humour et passion le récit de cette incroyable aventure humaine de 3 années et comment celle-ci se poursuit aujourd'hui en partage à leur retour de voyage. Attention, embarquement immédiat. Bonjour Diane, bonjour Théo. C'est un plaisir de vous donner la parole ce matin afin de revenir sur l'expérience de voyage profondément initiatique qui a changé votre vie. Comment allez-vous ce matin ? Ça va bien pour cette grande première, ravi d'être ici avec toi. Ouais, super content de passer derrière un micro et de changer les rôles cette fois. Trop chouette. En 2017, vous êtes tous les deux diplômés d'une prestigieuse école de commerce à Montréal. Vous obtenez par la suite un poste à responsabilité dans des entreprises. Vos missions portent ce sur quoi vous avez été formé, du consulting, du business development. Au menu, café, tapotement sur le clavier, hors sup, métro, boulot, dodo. Une vie bien rangée, finement chronométrée. Tout se déroule comme prévu. Vous êtes enfin confortablement installé dans le train de la réussite sociale, obtenu après de justes efforts. La suite du voyage aurait pu être sans encombre, sans risque. Il suffisait de rester attaché à son siège. Le train serait arrivé à temps dans la prochaine gare. Vous auriez gravi le prochain échelon. Mais au lieu de garder votre regard fixé sur l'écran de téléphone affichant l'heure de la prochaine réunion, vous avez tourné la tête vers la fenêtre. Vous avez porté votre attention sur ce qui se passe dehors. Le monde s'effondre. 10 ans pour tout changer avant qu'on ne termine sur une planète à 40 degrés. De nouveaux déclics, de nouvelles claques. Vous n'êtes pas resté assis les bras croisés. À l'horizon, la promesse d'une vie nourrie par le sens, l'aventure et l'inconnu vous attire. Vous avez quitté le train en route. Vous avez tracé la vôtre, hors des sentiers battus. La première pierre à cet édifice aventurier, début 2020, la création d'un projet à impact, le petit nom que vous lui avez donné, Inspire. 1 an et demi plus tard, vous voilà en train de pédaler sur les routes européennes à la rencontre des humains et humaines qui changent le monde, les entrepreneurs de demain. Le défi que vous vous donnez, susciter de nouvelles vocations via le partage d'innovations inspirantes. Donc tout d'abord, je voulais revenir avec vous sur les origines de ce projet. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans celui-ci et à faire le choix de démissionner de vos postes et de cette vie qu'on vous avait promise, qu'on vous avait vendue ? Je raconte souvent que j'ai fièrement débauché mon meilleur pote Théo de ce train-train de jeunes cadres dynamiques sur lequel on était embarqués tous les deux. Je pense que moi, ça a commencé avec une grosse prise de conscience climatique
Et donc j'ai décidé de quitter mon boulot à Paris parce que j'ai réalisé que c'était pas une vie qui me faisait vibrer, d'être entre guillemets dans la grisaille, dans le béton et de faire des heures sup en permanence sans voir vraiment comment mon travail portait ses fruits. Et je suis partie en enquête personnelle sur le réchauffement climatique et je me suis lancé un défi. J'avais 6 mois de chômage à l'époque et je me suis dit si au bout de ces 6 mois, je vois que j'ai rien à perdre en fait à quitter le droit chemin, je me lance dans cette aventure de reportage pour aller trouver des nouveaux modèles d'inspiration. Et au bout de 6 mois, la mauvaise nouvelle, c'est que en effet, j'avais rien à perdre, mais plutôt tout à gagner. Et donc j'ai appelé mon acolyte de toujours, Théo, et je lui ai proposé de me rejoindre et de créer ce beau projet ensemble. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. En fait, au tout début de ce projet, il y a eu un voyage à vélo où moi j'étais au Canada et on s'est retrouvés après 2 ans sans s'être vus avec Diane et on a fait 300 km à vélo. Elle a commencé à me parler de son projet à ce moment-là. J'ai aimé l'idée, j'étais là, ça manque un peu de structure, mais bonne idée. Elle m'a proposé plusieurs fois de me joindre au projet, puis j'étais pris dans des contraintes, prêt étudiant, demande d'immigration en cours. Donc ça a pris 3 fois pour que je dise oui. Les 2 premières, j'étais pas prêt. Et à la 3e, elle m'a écrit une lettre d'embauche à laquelle j'ai pas pu dire non. Et c'est comme ça qu'un beau jour de janvier 2020, par moins 15 degrés au Canada, j'ai dit oui à l'expérience qui allait changer ma vie. Et comment ont réagi vos proches, vos amis, peut-être vos profs Est-ce que vous avez été soutenu justement dans cette démarche-là, au moment où vous vous lancez dans la préparation peut-être du voyage? Je pense qu'au début, on a eu les réactions classiques où, clairement, moi, à commencer par mes parents, ils se disaient « Ah, 1 sur 3, parce que j'ai 2 frères, ça y est, 1 sur 3 de casé, qui a son job, qui va avoir son CDI et qui va devenir pleinement autonome, quoi. » Et donc, j'ai un peu claqué la porte à ça. Donc, les réactions de base, ça a été « Mais est-ce que t'es sûr de ton choix ? Tu quittes ton job, mais pour faire quoi ? » Donc ça a été quand même beaucoup de surprises, je crois, et de doutes. En fait, à ces moments-là, les gens, ils projettent pas mal leurs insécurités sur toi, quoi. Donc des inquiétudes compréhensibles, mais voilà, qu'on a su lever en prouvant qu'on avait un projet qui tenait la route et surtout qu'on était totalement galvanisés par l'idée de partir documenter ces solutions d'avenir. Je pense aussi que le fait qu'on soit 2 dans l'aventure, ça a quand même rassuré nos parents respectifs, de voir qu'on était historiquement 2 bons élèves, donc de voir que l'un et l'autre choisissent de faire ce projet-là. Ils se doutaient bien qu'il y avait, c'était pas juste quelque chose d'utopique, pas juste quelque chose de partir, un projet de vacances, qu'il y avait du concret derrière. Et au fur et à mesure, je pense qu'ils ont aussi cheminé avec nous dans ce processus de création, où au début ils étaient un petit peu hésitants, puis 1 an après avoir été incubés chez eux, ils étaient convaincus qu'on allait faire quelque chose qui avait du sens et qui était justifié. Comment préparez-vous le projet? Je sais que vous avez fait notamment un gros travail de recherche de financement pendant près d'1 an. Peut-être que vous avez établi aussi une liste d'initiatives à rencontrer sur le chemin. Comment se passe cette préparation? Ça a pris du temps, je pense, mais ça a pris le jeu en valait la chandelle. Le fait de passer 1 an et demi à préparer ce projet, de lui donner la structure nécessaire, ça a permis d'avoir quelque chose de robuste, fiable, qui nous a permis de toujours être d'actualité aujourd'hui et de continuer. Je pense qu'on a commencé avant tout par faire un sondage. C'est ça qui a validé un petit peu les hypothèses qu'on avait. Et du jour au lendemain, il y a 700 personnes qui ont répondu à un sondage qu'on avait posé. On s'est dit, OK, il y a vraiment un besoin criant de faire ce projet-là. 8 mois après avoir commencé le premier coup de crayon à distance, je suis rentré en France. Et là, le fait d'être tous les 2 incubés chez nos parents nous a permis de passer à l'étape d'après, de se retrousser les manches et de préparer à la fois les finances, qui est un des gros points à réaliser du projet, et le départ de l'expédition. Puis il faut savoir que, oui, c'est ça, on s'est lancé dans cette expédition documentaire à vélo. Et en fait, on n'avait jamais fait ni de vidéo, ni de vélo de notre vie, mis à part quelques tours de Vélib à Paris, quoi. Donc on n'avait pas l'expertise qu'il fallait pour accomplir ce projet avec brio. Donc on est allé la chercher et donc on a utilisé cette règle des 50 cafés. Et on est allé interroger des gens pour justement savoir comment on pouvait faire financer du documentaire ou quels étaient les bons conseils pour faire un tournage réussi ou encore trouver des financements. Enfin voilà, donc on est allé chercher les expertises qui nous manquaient en interrogeant d'autres personnes qui, elles, les avaient. Et ça nous a énormément aidés.
Génial. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce qu'est ce projet Inspire? Je l'ai présenté en quelques mots, mais je veux bien avoir les vôtres. Il a beaucoup évolué. Je pense qu'on a autant évolué, nous, que le projet a évolué au cours de ces 3 dernières années. On aime bien illustrer notre expédition qui a duré 3 ans en 2 parties. Ça nous a pris 1 an et demi, c'est ça, pour vraiment sortir la tête du guidon, pour vraiment se rendre compte qu'on était resté dans cette visée assez école de commerce. On va trouver des solutions, les documenter pour que d'autres personnes partout dans le monde puissent les répliquer. Le contenu qu'on créait au début était très axé sur l'entrepreneuriat, très axé sur l'école de commerce, problèmes, solutions, business model, impact positif. On avait créé tout un parcours d'innovation, un MOOC nomade nouvelle génération. On avait les yeux beaucoup plus gros que le ventre. On voulait changer le monde. Et ça nous a pris 1 an pour réaliser qu'on avait des trop grosses ambitions. On va prendre le temps justement de retracer un peu ce parcours et cette évolution. Au départ, vous partez en septembre 2021 à vélo, comme vous le dites, alors que vous n'êtes pas forcément des cyclistes, donc vous partez en découvrant sur le tas, même si vous avez eu cette première expérience de 300 km. Comment se passent les premiers jours de voyage ? Je pense que ça faisait 1 an et demi qu'on était dans les starting blocks et qu'il nous tardait qu'une chose, c'était de prendre enfin la route. Donc les premiers coups de pédale, ils ont été assez magiques. Donc on est parti en effet en septembre 2021, mais de Montauban, notre sud-ouest natal. Et on a fait une toute petite ride jusqu'à Castelsarrasin. Et on était hyper émus, enthousiastes de mettre les premiers coups de pédale. On avait un comité de départ qui était assez incroyable. Nos familles, nos potes, nos partenaires. On a eu plein de beau monde qui est venu pour lancer le début de cette aventure avec nous. Et en fait, on est arrivé à Castelsarrasin et on était juste rincés par les dernières semaines, les derniers mois de rush, de boulot acharné pour que tout soit prêt pour le départ. Donc c'était assez rigolo de voir les différences d'intensité entre ça y est, on part à l'aventure, et puis 2 heures plus tard, waouh, il va vraiment falloir qu'on dorme. Voilà comment s'est passé en coulisses le départ de ces 3 ans d'expédition. Avant de partir, on avait fait une préparation physique dans le Bordelais avec des amis à faire des dégustations de vin, histoire de se mettre en jambes. Et après Castelsarrasin, on a rejoint Bordeaux, donc on était sur du plat le long du canal du Midi. Ça avait l'avantage d'être assez facile. Et après Bordeaux, on est monté sur Paris. Et je crois, premier 1000 km, 10 crevaisons, on s'est dit la route va être longue. Et au début, on n'était pas... c'est ça, je pense que ça nous a pris un bon 3 semaines avant que notre corps s'habitue à l'effort physique du vélo, avant de prendre l'habitude de réparer nos roues de vélo, parce qu'on n'était pas forcément formé en mécanique non plus. Je me souviens aussi de ce moment assez rigolo où après 6 mois, on s'est consulté une après-midi comme ça sur notre vélo. Mais au fait, tu kiffes pédaler ou pas ? Parce que c'était vraiment un pari improbable. On s'était dit on le fait à vélo, mais on aurait très bien pu réaliser que c'était pas du tout notre truc ou qu'on prenait pas du plaisir à continuer. Mais si, le pari s'est validé et on a continué avec nos bécanes pendant tout le reste de l'aventure. Mais dès le début, je crois, la magie du voyage a opéré, notamment grâce à Warm Shower, cette application pour héberger les cyclistes, où on a été hébergé partout. Et dès le début, on a rencontré un projet par hasard. Je me rappelle, Sophie et Pedro de la ferme écologique de Gorse. Par hasard, ils nous ont hébergés. Ils nous disent « Ah, c'est drôle qu'on vous héberge parce qu'on pourrait être un projet que vous pourriez filmer. » Donc, on les a filmés. Ouais, vous aviez aussi choisi de passer par le vélo notamment, puis aussi également le train, pour éviter de recourir à l'avion, sachant que vous l'aviez beaucoup utilisé dans le passé, c'est ça ? Avec Théo, on s'est rencontrés au Canada il y a une dizaine d'années maintenant. Ça nous fait plutôt jeunes. Et donc, pour se rendre au Canada et visiter nos familles en France, on a pris l'avion une bonne coupe de fois, comme diraient nos amis québécois. Donc, c'est un mode de transport qu'on a utilisé sans conscience des impacts qu'il pouvait avoir. Et on s'est dit, en lançant ce projet, on va parler de solutions d'avenir, d'impact positif. Il faut que nous aussi, on montre l'exemple. Donc, ok, on va faire ce projet sans avion. Et comment on le fait si on le fait sans avion ? Le vélo s'est présenté comme une solution assez idéale. Et pour compléter les morceaux qu'on ne pouvait pas faire à vélo, on a pris pas mal le train. On a eu la chance de pouvoir tester Interrail partout en Europe. Et est-ce que vous aviez défini un itinéraire
en particulier en avance ou c'était plus sur le moment, vous décidiez? On a beaucoup improvisé. En fait, le départ du projet a été retardé plusieurs fois. On est parti en septembre. On s'est dit, OK, septembre, il fait encore beau. Autant profiter. On remonte vers le nord, Belgique, Angleterre. Et au moment de l'hiver venu, on ira plus au sud, en Espagne et au Portugal. Donc, on avait grossièrement les pays qu'on voulait découvrir. Les recherches de projets se sont faites beaucoup à la dernière minute, en faisant appel à notre réseau, à notre écosystème, en utilisant des bases de données. Donc je te dirais, ça a été grossièrement planifié au début. À la fin, on était complètement en mode freestyle. On en reparlera, mais notre mode de voyage a complètement changé du début à la fin. Mais on avait des grandes lignes et après on a beaucoup fait à l'instinct. On a fait en fonction de la météo. Les jours où il pleuvait, on n'avait pas forcément envie de se tremper. On a eu de la chance aussi. Faire confiance à la magie du voyage et ça a très bien marché dès le début. Justement, ce voyage en Europe, il vous permet de jongler d'interview en interview. Vous avez un rythme assez intense au départ, comme vous l'exprimez. Vous rencontrez plein d'initiatives inspirantes. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes brièvement et nous expliquer peut-être en quoi elles font sens pour vous? Du coup, en Europe, on avait quand même une assez bonne vision de l'écosystème d'entrepreneurs à impact ou d'acteurs du changement. Moi, je travaillais dans le conseil, mais dans le conseil en stratégie de développement durable. Donc, je connaissais quand même un peu les acteurs phares de l'impact. Mais notre première sélection, comme on faisait avec ce qui était trouvable, elle s'est assez naturellement orientée vers, c'est ça un peu l'écosystème entrepreneur à impact. On est assez vite retombé sur des projets qui se ressemblaient un peu dans la forme et dans le fond, qui étaient passionnants pareil, mais disons qui restaient dans ce spectre assez entrepreneuriat social et solidaire. Dans le Nord, on est allé à la rencontre de Ubermot, qui a créé l'entreprise La Vie est Belt, qui est une marque d'accessoires de mode upcyclés, donc qui réutilise des déchets pour leur donner une seconde vie et les transformer en accessoires de mode. L'exemple phare, c'est un pneu de vélo qu'ils vont nettoyer, recouper et transformer en ceinture. Ensuite, on est allé plus loin rencontrer Marianne aux Pays-Bas, à Amsterdam. On est allé filmer le village flottant le plus durable d'Europe. Donc ces épisodes-là, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube, justement. C'est pour ça que je les prends aussi en exemple. Vous pouvez aller voir de plus près à quoi ça ressemble. Dans le Nord, toujours, celui qui m'a particulièrement touché, c'est Christophe Thomas de la Petite Maison Solidaire. Un banquier repenti, on l'appelait le Romanichel de la Société Générale, qui a tout plaqué pour lutter contre les sans-abri. Modèle très innovant où en fait il propose aux gens de louer leur surconfort, c'est-à-dire une chambre d'amis, un logement de vacances qui est vacant, sur des plateformes existantes, Booking, Le Bon Coin, Airbnb. Et grâce à cet argent-là, il va recréer des emplois écologiquement durables pour des sans-abri qui vont pouvoir avoir un salaire et donc se reloger. Vraiment une idée de génie. La Petite Maison Solidaire, c'est aussi dispo sur notre chaîne YouTube. Un autre projet qui nous a beaucoup plu, Nathan, c'est drôle, c'est que je l'avais rencontré 3 ans avant au Maroc. Et à l'époque, c'était pas encore officiel que j'allais faire ce projet avec Diane. Et je rencontre ce mec et il me dit « Ah je vais faire une ferme de champignons qui poussent sur du marc de café. » Je lui fais « Attends, c'est exactement l'exemple que j'ai lu dans le livre de Gunther Pauli, L'économie bleue. Faut que tu rencontres mon amie Diane, elle veut faire un documentaire là-dessus. Je vous mettrai en contact. » 3 ans plus tard, on s'est retrouvés à Lisbonne pendant une semaine dans sa ferme urbaine à voir des shiitakes et des pleurotes poussés dans des containers réutilisés. Et c'était vraiment beau et inspirant de voir en fait qu'avec un déchet qui était le marc de café, il arrivait à créer de la valeur économique. C'était vraiment viable, de manière très concrète, pouvoir toucher un petit peu les fruits de son travail. Donc une belle aventure. Et un dernier pour la route, nos amis Lisa et Parsa en Norvège, aux îles Lofoten. Un couple de fermiers pas comme les autres. C'était pas prévu qu'on aille les rencontrer, c'était pas prévu qu'on aille aux îles Lofoten. Et sans le savoir, c'est là qu'était le nouveau format, la nouvelle direction qu'on donnait à Inspire. Mais un couple de fermiers qui cultivent des légumes là où il fait nuit 6 mois dans l'année. Et qui, pour promouvoir un mode de nourriture plus axé sur le véganisme, ils font chaque semaine des soirées pizza pour faire ce qu'ils appellent de l'attractivisme, contraction d'attractif et d'activisme, pour prouver à leurs participants qu'en fait, être vegan, c'est pas juste boring, mais que ça peut être vraiment très délicieux.
à découvrir sur notre chaîne YouTube également. Effectivement, c'est une rencontre qui n'était pas nécessairement planifiée au départ. C'est un peu le moment où vous ouvrez un peu une porte vers l'imprévu, vous laissez plus de place à ce qui advient au final sur votre route. Que se passe-t-il à ce moment-là où... Alors, je pense que déjà, c'est notre première vraie sortie de notre zone de confort. On n'était jamais allé en Scandinavie, ni Théo ni moi. Et donc, on arrive dans ce nouvel univers où culturellement, on a quand même pas mal de différences, où on va plus parler français du tout. Donc, on change de langue, on change d'environnement. Et à ce moment-là, on décide d'arrêter d'avoir du contrôle sur où on dort ce soir, quel projet on va filmer. Ouais, c'est notre première étape, je dirais, de lâcher prise au moment où on arrive au Danemark. Et donc, on commence à se laisser porter. Et notamment, en fait, on arrive au Danemark pour le départ du Tour de France, qui en fait se fait dans un pays étranger chaque année. Cette année-là, c'était à Copenhague. Donc, on débarque à Copenhague. La ville est remplie de cyclistes, donc autant dire qu'il n'y a plus de logements disponibles, ni de warm shower. On met un message un peu désespéré sur le groupe des Français à Copenhague, tuyau qu'on n'avait pas encore activé jusqu'à maintenant. Et on a la réponse de Franck qui, très gentiment, nous accueille chez lui, alors qu'il n'a jamais fait ça. Il nous dit en arrivant, écoutez, c'est la première fois que j'accueille des étrangers chez moi, mais vous aviez l'air sympa et puis votre projet m'a parlé, quoi. Finalement, pauvre Franck, nous qui devions rester une nuit, on est resté finalement plus d'une semaine chez lui. Et à partir de là, en fait, on a commencé à laisser la place à l'imprévu comme ça. Ça nous a amené à aller rencontrer un projet de voilier cargo à Holbæk, charmant petit village en bord de mer Baltique. C'est là qu'on a rencontré du coup Sam, qui est le fondateur du projet Awila et aussi du coup le capitaine de ce voilier cargo. Donc un voilier cargo qui était en réfaction, en chantier au moment où on est arrivé. Mais on est allé rencontrer ce projet. Il se trouve que pile à ce moment-là, ce week-end-là, il y avait une association qui fait de la sensibilisation au réchauffement climatique par le cirque, qui s'appelle Acting for Climate. Donc tournage 2 en 1, on rencontre 2 projets super inspirants et toute une troupe de personnes passionnées et passionnantes. Et à la fin du week-end, on avait assisté à la première du show de Acting for Climate. On avait interviewé Sam et son voilier cargo. Et en fait, ils nous disent est-ce que ça vous dirait d'embarquer avec nous pour la première partie de la tournée de Acting for Climate, qui en fait est une troupe de cirque qui se déplace sur le voilier. Donc ils vont de port en port et la scène du spectacle, c'est le pont du bateau. Donc on est parti en mer pour la première fois avec cette troupe d'artistes engagés et ils nous ont déposés un peu plus loin sur une autre île. Ils nous ont pas pris par hasard, c'est qu'on avait, en parallèle d'avoir fait le tournage, on a aussi cuisiné pour tous les bénévoles du projet et ils ont adoré nos talents de cuisinier. La bonne chance qu'on a eue, c'est que 2 personnes avaient le Covid à bord du bateau, du coup des places se sont libérées à l'unique condition qu'on cuisine. On a bien entendu accepté et on s'est retrouvés en cuisine pour une semaine de nave, direction la mer Baltique. Ah, incroyable cette initiative et cette expérience. Ouais, donc c'est le début un peu d'une nouvelle façon de vivre l'aventure. Où vous mène-t-elle ensuite ? À partir de là, ça s'est enchaîné d'histoires plus improbables les unes que les autres. En débarquant en Norvège, on a fini dans une maison de hobbits qu'on nous a prêtée pendant une semaine. Après quoi, on s'est retrouvé dans un bunker rénové de la Seconde Guerre mondiale avec 4 jeunes Allemands. Donc on a refait le match pour rebaptiser le bunker de la paix. Et c'est à l'issue de ces expériences qu'on est allé rencontrer Lisa et Parsa, le couple de fermiers des temps modernes aux îles Lofoten. D'aventure en aventure, finalement, est arrivé assez vite notre prochain défi, qui allait être de traverser l'Atlantique à la voile pour ne pas prendre l'avion. Et ça a pris un petit moment. Ouais, donc à ce moment-là, ça fait déjà à peu près 1 an que vous êtes sur les routes. Quels sont, peut-être avant justement de partir sur cette aventure en voilier, les premiers grands apprentissages que vous avez à ce moment-là ? Ouais, ralentir parce que sur la première année, je crois qu'on a dû filmer environ 50-60 projets. On changeait de lieu tous les 2-3 jours et on avait juste marre d'être dans nos sacoches constamment. Est-ce que
on a quelque chose à se prouver en termes d'accomplissement, d'objectifs du projet, ou est-ce que ce qu'on veut, c'est s'imprégner des rencontres, s'imprégner des découvertes et grandir à travers cette expérience. Et ça nécessitait qu'on soit davantage connecté à l'instant présent, aux personnes qui avaient sur notre route, aux découvertes qu'on allait faire. Donc l'apprentissage, c'était de ralentir, faire moins mais mieux, lever le pied, et rien de mieux pour ça qu'une expérience en mer de plusieurs mois. C'est clair. Donc la suite de votre voyage doit s'écrire en Amérique. C'est votre prochaine destination. Là-bas, vous attendent d'autres initiatives, d'autres engagements. Et pour cela, vous faites le choix de rejoindre ce continent effectivement en voilier, grâce au bateau Stop. On est en octobre 2022, un peu plus d'1 an après le début de votre voyage, et vous vous rendez à Marseille puis La Rochelle pour apprendre les rudiments de la voile dans un centre de formation pendant 2 semaines. C'est à peu près à cette période que se font les départs vers l'Amérique. Alors vous explorez toutes les pistes sur la bourse aux équipiers. La recherche d'un bateau a commencé. Comment se passe cette recherche ? Comment on fait quand on veut faire une transatlantique en bateau Stop ? Ce que nous avait appris l'aventure depuis le début, c'est que c'est avant tout une histoire de relations, d'humains. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a activé notre réseau par-dessus bord, de tous les côtés, notamment le projet Awila que mentionnait Diane, projet de voilier cargo qui avait un bel écosystème, un beau réseau de connaissances, donc on a contacté tout le monde. Et par chance, on a fini par trouver un projet de voilier cargo qui s'appelle Idemine, qui était prêt à nous embarquer jusqu'au Mexique directement. Le plan parfait, avec de la place pour nos vélos. Sauf qu'après quelques mois, on a compris que le bateau ne partirait jamais. Donc, on s'est remis dans nos recherches, dans les classiques sites, bourses aux équipiers, les groupes Facebook. Et là, c'était presque un climat un peu anxiogène parce qu'il y a tellement de demandes de personnes qui veulent traverser. Il y a beaucoup de compétition, tout le monde veut se survendre l'un et l'autre. On s'est dit, oh non, on va devoir repartir là-dedans. On est en mois de janvier, après 2 mois de recherche. On était prêt à prendre l'avion et partir aux îles Canaries. Parce qu'en fait, souvent, les bateaux donc, partent de La Rochelle, les Sables d'Olonne ou de Méditerranée. Et les bateaux font un stop soit aux Canaries, soit au Cap-Vert avant la Grande Transat. Et le temps commençant à manquer, on s'est dit, OK, il nous reste une petite fenêtre. On va être proche de rater ce coche-là. Et si on le rate, on va devoir rester 1 an en Europe. C'est impensable. Et je me rappelle vraiment, la carte de crédit n'était pas passée, mais on avait failli prendre l'avion, on a failli craquer. Finalement, le coup du destin a fait que cette transaction n'est pas passée. On a eu le contact d'un skipper dénommé Jérôme qui nous a dit « Ok », on s'est appelé, il nous dit « Départ jeudi prochain à La Rochelle ». Parfait, on a mis les vélos dans le train, on est parti à La Rochelle et ça l'a fait. Mais vraiment, c'est un processus qui prend du temps. Je pense que c'est avant tout une expérience humaine, la voile, et c'est important de savoir avec qui on embarque. Donc forcément, les sites peuvent être utiles. Mais je recommanderais, si vous avez quelqu'un de confiance avec qui naviguer, ce serait vraiment la solution que je recommanderais pour être certain de mettre toutes les chances de votre côté et que l'aventure humaine à bord se passe bien. Parce que c'est au moins 50% de la réussite du voyage. Et du coup, pour ajouter un peu de contexte, au moment d'embarquer, vous vous rendez compte que le milieu de la voile est encore loin d'être exemplaire en matière d'éco-conception. Et aussi, pour sortir du port, vous êtes obligé de faire usage du gasoil. Car ce qu'on oublie souvent, c'est que les voiliers ont un moteur et en font usage quand il n'y a pas de vent. Et notamment pour sortir ou rentrer d'un port, par exemple. Quels sont un peu les défis écologiques auxquels font face le monde de la voile et quelles ont été vos prises de conscience à ce moment-là ? Les bateaux, ils sortent neufs d'un chantier naval. C'est aussi beaucoup pour ça qu'il y a des convoyages au départ de France. Les convoyages, c'est des skippers qui sont embauchés pour livrer un bateau neuf, en fait, sur une autre base nautique, où ensuite les bateaux vont être utilisés ou loués pour faire du charter ou sur une base nautique touristique. Donc nous, c'est cette option-là qui s'est présentée à nous, c'était de faire partie d'un convoyage au départ de La Rochelle avec Jérôme. Et en fait, ces bateaux, pour les construire, on utilise beaucoup de matériaux polluants, les résines, les cols, les composites qui sont utilisés, c'est beaucoup des matériaux à base de plastique, des produits dérivés de la pétrochimie. Et grosso modo, le milieu de la voile, il est très à l'image de notre monde capitaliste. On prend, on consomme, on jette. Le bateau sur lequel on a navigué, c'est un catamaran que les puristes appellent des cataravanes, parce que c'est comme une caravane avec une coque de catamaran. Pourquoi ? Parce que c'est lourd, il y a un gros moteur dessus, il n'y a pas une bonne voile. Et c'est des bateaux qui vont être utilisés à pure visée touristique dans les Antilles.
Et je pense que c'était très certainement la plus longue navigation qu'on a fait faire à ce bateau, traverser l'Atlantique, parce qu'une fois dans les Antilles, les bateaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont de port en port, ils transportent des touristes, on met même pas les voiles, on met juste le moteur, il y a parfois la clim dans le bateau, et au bout de 10 ans, le bateau finit dans une décharge, on le brûle. On s'est un peu heurté, on avait une vision un petit peu idyllique du monde de la voile, et au final, donc, ce modèle de consommation qui se retrouve même dans la voile, la consommation aussi en carburant, on a cramé 400 litres de fuel pour faire la transat, c'est quand même pas rien. À ne pas s'y méprendre, la voile n'est pas que écolo. Comme toutes les industries aujourd'hui, elle a besoin de se réinventer. Ouais, c'est hyper intéressant d'avoir ces infos parce que, pareil, je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent aussi, sans avoir toutes ces connaissances, se dire ouais, la voile, c'est le mode de voyage bas carbone par excellence. Donc merci d'apporter ces informations. La première partie de ce voyage en mer est en direction des Canaries. Comment se passent les premiers jours de voyage, les premiers quarts? Est-ce que vous avez le mal de mer? Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un quart? Moi, à titre personnel, la première fois que j'ai mis un pied sur le pont d'un voilier, je me suis sentie comme à la maison. Donc j'étais plutôt super enthousiaste de reprendre la mer. Et la première partie, donc, qui nous menait jusqu'aux Canaries, on traversait le golfe de Gascogne. Et le golfe de Gascogne, il faut savoir qu'à cette période-là de l'année, fin janvier, février, c'est connu pour tabasser, comme ils appellent ça. Donc on appréhendait un peu cette première partie de navigation. Mais somme toute, ça s'est très très bien passé pour nous. On n'a pas eu des grosses conditions météo ou une grosse mer effrayante. On a commencé à mettre en place avec l'équipage la jolie valse qui se passe à bord des quarts de jour et de nuit. Donc en fait, c'est un peu le capitaine et l'équipage qui décident de combien d'heures sont composés les quarts. Mais l'idée, c'est que quelqu'un ait toujours les yeux sur l'horizon, sur ce qui se passe autour, de jour comme de nuit. Nous, on avait un pilote automatique sur le catamaran, donc on n'a pas beaucoup barré. Le travail n'était pas là, mais le travail était plutôt d'être attentif et de surveiller que d'autres bateaux ne coupent pas notre route ou qu'on n'approche pas d'une bouée ou d'un objet non identifié en mer. On s'intéresse surtout à ça pendant les quarts et bien sûr qu'on garde le cap parce que même si on a un pilote automatique, il faut quand même s'assurer que nos voiles sont bien réglées en fonction des conditions météo, des conditions de vent. Et donc on cherche toujours à vérifier qu'on tient le bon cap et que rien autour ne peut nous mettre en danger. Mais je vais laisser Théo raconter les quelques aléas des quarts de nuit. Oui, les aléas des quarts de nuit, qu'est-ce qu'il y a eu? Je crois que Diane a frisé la collision avec un bateau de pêcheurs. En fait, on est parti de La Rochelle donc, pour aller vers les Canaries, mais on a fait un premier stop à Lisbonne. Ce qui était assez marrant, c'est qu'on a refait la route le long du chemin de Compostelle par le nord qu'on avait faite à vélo un an auparavant, donc on repassait un petit peu des villes clés. Et il y a ce qu'on appelle à ce niveau-là des DST, c'est l'équivalent d'autoroute pour cargo, donc on voit plein de lumière, tu as l'impression d'avoir des immeubles flottants, c'est assez impressionnant. Je pense que Diane avait, à un moment donné, avait peut-être mal jaugé la distance avec un bateau de pêcheurs, mais du coup on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls en mer, et c'était un petit peu presque choquant de voir ce flux de bateaux naviguer sur la mer, où on pense être seul. D'un point de vue plus poétique, je crois qu'on a vu nos premiers dauphins qui nageaient dans du plancton luminescent, assez magistral. Et au large du Cap Finistère, en fait, on n'avait pas Internet à bord du bateau, ce qui était une bonne chose. Ce qui était un peu plus inconvénient, c'était pour la météo. Donc, on a dû se rapprocher des côtes pour avoir du réseau, pour prendre la météo, et on s'est rendu compte qu'il y avait un coup de vent qui arrivait. Donc, on s'est caché, entre guillemets, 2 jours à côté de Lisbonne pour esquiver cette tempête. Et après cette première escale, moi j'ai eu la mésaventure de tomber un jour dans le port. Un aléa du marin, en plus un soir après avoir marché sur un ponton mal éclairé. Mais voilà, première navigation, tout se passe bien, le moral est bon, on pêche notre premier poisson. C'est plus la seconde partie, mais voilà, je me suis fait avoir par ce pilote automatique et c'est un mauvais réglage. Et du coup, le bateau qui partait à faire des 360, ça m'est arrivé 2 fois. Et globalement, comment s'organise un jour en mer? Est-ce que vous avez un emploi du temps défini au-delà de ces quarts? Quelles sont un peu vos missions, les tâches que vous réalisez? Sur le catamaran, je dirais que c'était assez relax.
L'écart se divisait essentiellement pendant la nuit. Et après, chacun a pris son petit rythme, les tâches qu'il aimait faire. Moi, j'ai adoré faire à bouffer, donc ça m'a fait plaisir de cuisiner pour l'équipage presque pendant l'intégralité de la transat. Et après, c'est assez relax, hein, d'être sur un catamaran comme celui-ci. On a pris beaucoup de temps pour méditer, lire, faire du sport, discuter, rêvasser. C'était vraiment, je crois, la période la plus relaxe de notre aventure et de loin. Et franchement, c'était un pur plaisir. Ouais, c'est ça, j'aime bien dire que on a redécouvert l'ennui. On n'avait pas de téléphone, pas de source de divertissement fabriquée. En fait, on avait juste 3 compagnons de bord avec lesquels partager, échanger. Et après ça, des bouquins et juste des paysages à contempler pendant toute la journée. Donc c'est assez étonnant de sortir de cette fast life qu'on peut avoir sur Terre et redécouvrir, c'est ça, le temps long, l'ennui et la contemplation, en fait, que des activités qu'à Terre, on a l'impression qu'on n'a pas de temps pour ça, quoi. C'était un petit peu comme une déconnexion qui sonnait comme une reconnexion, se reconnecter à ce qui était essentiel, le temps, les éléments. C'est de là qu'est né le plus bel apprentissage de ce voyage, c'est que la valeur qui a le plus de ressources en notre possession, c'est le temps. Du coup, après une petite escale au Portugal et 10 jours après votre départ de La Rochelle, vous arrivez sans trop d'encombre aux Canaries. De quoi vous ravitailler pour la grande traversée à venir. Effectivement, cette traversée, elle est assez longue parce que ça va être 23 jours, sans connexion ni écran, au simple rythme du vent. Une temporalité, effectivement, qui est complètement différente de celle qu'on vit dans nos quotidiens. Un temps libre un peu de toute interférence, donc c'est un peu la disponibilité au monde, être disponible pour soi. Donc cette traversée, elle vous oblige un peu à une présence à vous-même, on vous invite à vivre l'instant présent. Comment vivez-vous ces temps avec vous-même ? Je crois que c'était la première fois que ça m'arrivait de ma vie et c'était au début un peu étrange et à la fin on s'y habitue. Tu y prends goût et tu te rends compte que 24 heures c'est énorme dans une journée et qu'on a oublié en fait la richesse de notre temps. Et pour rebondir là-dessus, je pense qu'on a beaucoup médité les deux à bord en fait quand tu as le temps et le fait d'être comme ça bercé par la mer. Et je trouverais un beau parallèle entre la méditation, vraiment tu te rends, tu acceptes tout ce qui est, et quand tu navigues, c'est la même chose. Et tu peux pas contrôler tout, tu contrôles pas le vent, tu contrôles pas la météo, du coup tu n'as pas d'autre choix que d'accepter ce qui est. Il y a aussi le fait que, en fait, en allant plus vers l'ouest, l'horloge qu'on avait à bord du bateau, elle devenait fausse de jour en jour parce que l'heure changeait. Donc on a vraiment appris à vivre avec les éléments, le lever du soleil. Et ça a permis un petit peu de vivre plus en accord, en harmonie avec les éléments. Et comme je te dis, la richesse d'avoir 24 heures devant soi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fait, on me suis rendu compte que ça m'était jamais arrivé de ma vie d'avoir 24 vraies heures devant moi. Depuis qu'on est petit, on est toujours un petit peu, faut te lever, faut que tu ailles à l'école, tu pars en vacances, tu vas te brosser les dents, etc. Là, pour la première fois, on avait 24 heures qui étaient à nous, on était maître de notre temps. Et c'était juste une expérience mémorable que je recommanderais vivement à tout le monde. Cette transat, ça restera, comme je pense, la plus belle expérience méditative de ma life. S'il y a une chose qui nous a marqué, peut-être, c'est ce mois en mer au large de tout, où pourtant il ne se passait rien. Je dirais que le temps s'écoule pas de la même façon. C'est pas tellement une question de vitesse ou d'appréhension, c'est que juste le temps n'a pas la même proportion dans cette expérience, quoi. Au début, tu dis waouh, 3 semaines, ça va être long. Puis plus le temps passe, plus tu y prends goût. Plus l'arrivée approche, plus tu dis oh non, je veux pas qu'on arrive, j'ai envie de rester. Donc souvent un petit peu ce mélange d'excitation et de nostalgie qui au final, ces 3 semaines qui sont passées genre comme une lettre à la poste, j'ai déjà hâte d'en refaire une autre en fait. Ouais, moi j'allais dire, je re-signe demain pour repartir. Je pense que ça devrait être une expérience prescrite pour les gens justement qui n'arrivent pas à sortir le nez de leur quotidien, de leurs préoccupations. Moi j'ai adoré ce moment. Je pense que ça reste du voyage peut-être la parfaite illustration de ce que ça peut être la paix. Wow, ça donne envie en tout cas de l'expérimenter. Vous l'évoquiez aussi, c'est que c'était hyper important de choisir les bonnes personnes pour faire cette traversée et de pouvoir s'entendre. Comment s'est passée justement
les liens avec les autres équipiers, avec le capitaine. On est tombé sur un duo de Marseillais délocalisés en Bretagne et je pense qu'on n'aurait pas pu trouver meilleur équipier. On avait la chance qu'il soit jeune, fun, drôle. L'un, le capitaine, Jérôme, était peut-être un peu plus grognon, c'est un petit peu le marin comme le capitaine Haddock qu'on pourrait voir dans Tintin. Et Rico, son second, était juste un mec adorable avec qui on a matché vraiment, mais c'est devenu notre meilleur pote à la fin. Il y a beaucoup d'histoires de transat qui se passent mal pour des raisons humaines. Les gens arrivent, parce qu'en fait, tu es sur un espace confiné, 20, 30, 40, 50 mètres carrés, c'est pas beaucoup, pendant 3 semaines au moins. Donc si ça coince, il y a eu beaucoup d'histoires de personnes qui littéralement se crient dessus, ou des fois se battent à l'arrivée. Nous, ça a été tout l'inverse. Notre équipage a décidé de rester un jour de plus en Guadeloupe à notre arrivée pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Et on était tristes de se dire au revoir. Donc, encore une fois, une expérience humaine, mais incroyable. C'est comme être dans un huis clos avec des colocs que t'as pas choisis pour 1 mois. Pour la petite anecdote, même si j'aime pas tailler des clichés comme ça, mais le monde de la voile, c'est un monde qui est assez masculin quand même, encore aujourd'hui, avec des traits assez machos et des appétences pour l'alcool qui peuvent être plus ou moins poussées. Ça donne quand même des ambiances quand on est une fille qui veut naviguer seule, par exemple. Il y a beaucoup de bateaux stoppeuses qui voyagent seules et prendre 2 fois plus de précautions parce que ça peut vite être des atmosphères stressantes ou désagréables. Nous, on a été à 10 000 lieues de tout ça, mais faut bien choisir son équipage. Par rapport à l'équipage, une autre anecdote qui est assez chouette, c'est tu te rends compte qu'à bord, sans connexion, sans internet, sans Google Check, les connaissances que tu as en ta possession à bord, c'est la somme des expériences de chaque membre de ton équipage. Et c'était riche de remettre de la valeur derrière les expériences et les connaissances de chacun, aussi de se rendre compte, moi j'ai peut-être un élément de réponse à ton questionnement, à ton interrogation. Et ça nous a poussé dans des conversations absolument passionnantes et assez profondes. On se rend compte que très vite fait en mer, on est dans des conversations hyper existentielles avec nos coéquipiers parce que en fait, une fois les banalités passées, on n'a plus que ça à faire, de discuter, de se rencontrer, de se connaître vraiment. Donc des discussions sur la vie, sur la mort, sur le travail, sur la société. Et à force de faire ces tables rondes à refaire le monde justement avec notre équipage, on avait cette petite blague entre nous qu'on était en train d'écrire une nouvelle constitution pour l'humanité à bord de Cool Runnings, notre catamaran au milieu de l'Atlantique. Voilà, donc c'est aussi une chouette expérience pour explorer de nouveaux sujets avec son équipage. Génial. Donc vous finissez par arriver en Guadeloupe au bout de ces 23 jours de traversée. Qu'est-ce que ça fait d'arriver et de remettre les pieds sur la terre ferme après tous ces jours en mer ? Et on a fait une première nuit au mouillage, donc nous on n'a même pas passé la première nuit à terre. On a posé l'ancre dans la baie de Saint-François, le lagon de Saint-François. Et on a eu la chance de voir du coup le jour se lever sur l'île, puisqu'on est arrivé de nuit. Et moi je me souviens que le choc, ça a été de revoir une voiture au loin. Je voyais ce machin-là rouler, je me suis dit « Ah waouh, c'est vrai que ça existe !» Et c'était assez rigolo de revoir la civilisation, une voiture, des choses qui nous ont paru ne plus exister depuis si longtemps, alors que ça faisait seulement 23 jours. Ouais, je pense que le monde des humains, on le trouvait peut-être un peu violent, de retourner à ce rythme un peu effréné, avec du bruit, avec de la consommation autour de nous. En toute honnêteté, je pense que ça nous a pris au moins 10 jours pour se remettre dans le bain, dans ce monde normal, tellement on était déconnectés, déboussolés, sonnés de cette aventure. Et de pouvoir passer nos premiers appels pour raconter un peu ce qu'on avait vécu. Mais voilà, moi, c'était vraiment waouh, incapable de prendre mon téléphone. Ça me filait limite la chair de poule, quoi, de devoir passer un appel ou répondre à un message. Et ça, c'était assez dingue de pouvoir se déconnecter à ce point et tellement bénéfique. Et on se disait finalement, on était bien en mer. Donc vous arrivez en Guadeloupe.
Combien de temps vous restez sur l'île et comment se profile la suite de l'aventure? Alors on met déjà 10 jours à atterrir vraiment de la Transat. On a eu la chance d'être accueillis par une ancienne voisine à moi de France qui a déménagé en Guadeloupe. Donc on avait des conditions parfaites pour pouvoir atterrir en toute tranquillité. Et après, notre prochain step, c'était de trouver un autre bateau pour rejoindre le Mexique, qui était notre destination finale de cette traversée. Et on n'était pas tout de suite prêt à reprendre la mer. On n'a pas remué tous les ports de Guadeloupe pour pouvoir trouver un nouveau bateau. On a pris notre temps. On s'est dit c'est aussi une occasion unique d'être ici en plein milieu des eaux aux Antilles. C'était pas du tout une escale qu'on avait planifiée ou qu'on avait préparée. Mais en étant arrivé là, on s'est dit on va en profiter pour découvrir un peu toutes les merveilles que la Guadeloupe a à nous offrir. Et on a un peu sillonné l'île en long, en large et en travers. Et c'était une très très belle surprise. La Guadeloupe, c'était vraiment l'endroit parfait pour atterrir. Une île où le credo, c'est doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Ils sont pas pressés. Et c'était juste parfait. Ils disent souvent que nous, en Occident, on a la montre et que eux, ils ont le temps. Donc c'est comme ça qu'on a fini par passer un bon 2 mois en Guadeloupe. On a eu la chance d'être aussi hébergé par un ancien camarade de classe de notre école de commerce qui a le don de poser les bonnes questions. Donc c'est là qu'on a commencé à squeezer tout notre jus de cerveau qu'on avait accumulé depuis 1 an et demi pour donner naissance au nouveau d'Inspire. Et après on s'était dit, le Mexique c'est pas la porte à côté, il va falloir qu'on soit créatif pour s'y rendre sans avion. Et c'était pas gagné d'avance. Et du coup, quelle est la solution que vous trouvez? Est-ce que vous prenez l'avion finalement? Comment ça se passe? Est-ce que vous trouvez un bateau? Alors depuis le début, ce projet de traverser l'Atlantique, il se voulait joindre l'utile à l'agréable et on avait prévu de faire un reportage embarqué sur un cargo voilier. C'était une des solutions, un des projets qu'on voulait filmer sur le transport durable et le transport de marchandises aussi. Mais Idemine, du coup, nous avait fait faux bond au départ. Et dans la frénésie du départ, on avait pris contact avec Deux Galantes, qui est un voilier cargo français, armé par la Blue Schooner Company. Et ils nous avaient répondu qu'ils n'étaient pas encore sûrs d'avoir de la place pour nous au départ. Donc c'est comme ça qu'on était parti avec Jérôme pour pas louper la fenêtre de cette traversée. Mais on avait quand même gardé un œil sur les avancées du Galante en se disant peut-être qu'ils passeront par les Antilles et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait avoir une chance d'embarquer. Donc on les a recontactés quand ils étaient en escale, eux, aux Canaries. Donc nous, on était déjà en Guadeloupe à ce moment-là. Et on avait calculé que ça pourrait tomber assez bien avec notre planning au moment où ils arriveraient aux Antilles. Et on a attendu avec patience cette réponse en Guadeloupe avec Théo. Et puis un matin, j'ai reçu un SMS de Guillaume, qui est le capitaine, un des cofondateurs de la BSC, m'annonçant que ça y est, c'était confirmé, il y aurait bien 2 places pour nous au départ de la Barbade, donc qui est une île au sud de l'arc antillais, mais qu'il ne passerait pas en Guadeloupe, donc il fallait encore qu'on se débrouille pour partir de Guadeloupe jusqu'à la Barbade sans prendre l'avion. Et là, on a rencontré quelques problèmes, c'est que les vents sont contraires dans ce sens-là, donc personne ne va en voilier à la Barbade. Et donc on a pris le tout premier vol du voyage pour faire 400 km entre la Barbade et la Guadeloupe. On s'est dit quelle est la priorité, respecter notre défi 0 avion ou prendre cette chance de partir filmer un projet incroyable sur lequel on n'aura pas 2 fois peut-être cette occasion dans notre vie. Et jusqu'ici, l'expérience prouve qu'on a fait le bon choix. Mais ouais, c'est ça, une aventure humaine assez exceptionnelle, un reportage magnifique sur ces commerçants des temps modernes. On aime bien les appeler les nouveaux pirates. Et tout ça est à découvrir dans notre nouvelle émission Déclic et des claques. D'autant plus qu'il y a un peu moins d'1 an maintenant, en mai 2024, sur la transatlantique retour, le bateau Deux Galantes a fait naufrage. Il y a 2 équipières à bord qui sont portées disparues encore à ce jour.
Donc on a eu la chance de vivre cette expérience hors du temps à bord du Galante et d'en capturer quelques-unes de ces dernières images et de ces derniers moments. Donc c'est très émouvant pour nous aussi de partager cet épisode aujourd'hui parce que c'est de beaux souvenirs capturés pour l'ensemble des personnes qui ont connu de près ou de loin ce bateau et qui ont eu la chance de mettre un pied à bord. Et c'est aussi un petit clin d'œil à toute la famille du Galant qu'on a vraiment découvert en naviguant sur ce bateau que c'était pas juste de la voile, c'était pas juste du transport de marchandises équitables, c'était vraiment une vie à bord, une expérience humaine extraordinaire. Donc c'est un petit hommage à eux et à toutes les personnes qui ont eu la chance de croiser ce bateau au port ou à bord. Un navire qui est quand même mythique et qui nous marquera pour le restant de nos jours. Merci pour ces mots. Vous allez aussi projeter cet épisode au Festival du Voyage Engagé à Lyon. Donc si vous êtes près de Lyon, n'hésitez pas à venir le samedi 12 avril au festival. Ça vous permettra aussi de rencontrer Diane et Théo qui seront présents et de pouvoir en parler avec eux. Donc là, vous arrivez au Mexique, dans un pays où vous dites que tout est plus lent qu'en Occident. La différence qu'il peut y avoir avec d'autres voyageurs, voyageuses, c'est que vous n'êtes pas brutalement téléporté dans cette autre temporalité. Est-ce que l'expérience du temps long pendant près de 2 mois en mer vous acclimate mieux à ces nouvelles réalités locales? Et comment se passent ces premières immersions au Mexique en quelques mots? On est au tout départ un peu choqué en arrivant sur la côte Yucatan, très peuplée, très touristique, où en fait il n'y a plus trop d'authenticité. Donc on a vite décidé de fuir cet environnement-là pour aller se réfugier dans le Chiapas, dans une maison avec 2 équipières avec qui on a navigué, où on a passé 10 jours ensemble pour se remettre encore sur pied au rythme local. Donc après la Transat et la Guadeloupe, une petite maison dans les hauteurs mexicaines, ça nous a fait du bien pour se remettre dans ce rythme qui était quand même plus lent au Mexique. Et c'est sur ces apprentissages du temps qu'on a changé notre manière de voyager, où on s'est dit on en a eu marre pendant 1 an et demi de changer de destination tous les 3 jours. Donc on s'est dit pour la première fois on va s'établir, on va vivre dans des lieux. Et à partir du Mexique, on a commencé à rester 2, 3 semaines, 1 mois dans chaque lieu où on voyageait. On s'est rendu compte que ce ralentissement, il nous permettait de vivre des expériences beaucoup plus profondes et beaucoup plus authentiques. Donc ça a changé aussi notre façon de faire du reportage et du documentaire. On a totalement arrêté de prévoir qui ou quoi on allait filmer. Et on a laissé les opportunités venir à nous assez naturellement en s'implantant dans les endroits dans lesquels on allait, en s'établissant là-bas plus longtemps aussi. Et en fait, en mettant vraiment les 2 pieds dans l'écosystème, en discutant avec les locaux, c'est comme ça que petit à petit, on a eu les plus belles rencontres, les plus belles opportunités de tournage et une meilleure compréhension aussi de la culture, du pays, des enjeux locaux qui sont différents à chaque fois. Et c'est là qu'on a trouvé ce petit nom à notre boulot nouvellement créé, à savoir Slow Reporter. Ça illustre assez bien la façon dont on a entrepris cette deuxième partie de l'aventure en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ouais, c'est ça. Donc, vous n'êtes plus les business développeurs, vous devenez, comme tu le dis, des slow reporters et des entrepreneurs à impact. Vous voici désormais en quête d'humains et d'humaines qui vous inspirent. Donc, il y a vraiment, comme vous le dites, un changement aussi dans le projet avec ce projet de web-série Des clics et des claques. Et effectivement aussi dans les rencontres que vous faites, il y a un peu un shift aussi parce que vous êtes plus sur que les initiatives à répliquer partout dans le monde et notamment en France. Et peut-être que vous passez aussi, on va dire, du concret, du cartésien, du palpable à ce qu'il est un peu moins. Où c'est que vous mène votre chemin? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quelques rencontres qui sont différentes peut-être? On a étendu notre spectre d'inspiration avec des artistes, notamment la rockstar guatémaltèque du moment, Regina Galindo, qui est une artiste performeuse. Donc c'est une nouvelle forme d'art qu'on ne connaissait pas non plus avec Théo, mais donc elle se met en scène. Son corps et en fait sa performance sont mises en scène pour prendre la parole sur les violences faites aux femmes,
les génocides des populations indigènes, ou encore l'expropriation des terres par des industriels, les violences policières, les crises migratoires qui nous touchent en Europe, mais aussi là-bas au Mexique, en Amérique du Sud. Donc vraiment, elle dénonce ces injustices de ce monde en mettant son corps en action, et c'était assez impressionnant à voir. C'est ça, donc toute une panoplie de causes et de thématiques pour défendre les droits des humains et aussi les droits de la nature. Donc voilà, on a commencé petit à petit à ouvrir aux arts, mais aussi à l'enseignement. On est allé au lac Atitlan, au Guatemala, où on a rencontré un couple d'enseignants qui nous a beaucoup marqué, puisqu'ils ont fondé une école pour reconnecter les enfants à leur tradition maya à travers la biodynamie, la permaculture, mais aussi des nouvelles façons de s'alimenter. Enfin, pas si nouvelles que ça finalement, mais les enfants ont des cours de nutrition pour apprendre à comment bien manger et lutter contre toute la malbouffe qui leur est proposée par justement les grands groupes industriels qu'on connaît bien, qui s'immiscent même dans les coins les plus reculés du monde. On a petit à petit ouvert notre champ d'inspiration pour proposer des nouveaux visages, des nouveaux modèles d'inspiration qui soient plus variés, parce que ce qu'on a découvert, c'est que les solutions, elles n'étaient pas forcément techniques. Les solutions, c'est chacun et chacune de nous qui les portions. Et en fait, il suffirait, si je puis dire, de mettre nos talents, nos passions, nos convictions en action et se mettre au service finalement des causes qui nous touchent. Alors, en lançant un projet, c'est une des options, mais on peut aussi se joindre à un projet déjà existant. Nous, on a rencontré plein de projets sur la route qui n'avaient pas forcément les compétences business que nous, on a appris en école de commerce, et qui auraient adoré avoir des gens à l'interne qui puissent les accompagner et lutter à leur côté avec ces compétences-là et ces talents de gestion de projet que de grands visionnaires n'ont pas forcément. Mais le changement de casting était assez frappant, où, comme disait Diane, on est passé de l'entrepreneur impact à des artistes, des activistes, jusqu'à aller vers des communautés indigènes. L'évolution qu'on a vécue à travers le projet s'est vue à travers aussi nos interviewés. Et je pense que le point culminant de cette aventure, ça aurait été une interview sur les hauteurs de la Sierra Nevada, après une rando de 10 heures, en compagnie des Kogi, ce peuple indigène qui vit en harmonie avec le vivant depuis 4000 ans, chez qui on a passé 5 jours, pieds nus, dans une case, sans eau, sans électricité, à écouter leurs leçons de vie, eux qui nous considèrent comme des petits frères, qui ont tout à apprendre, qui ont perdu en fait cette connexion sacrée avec le vivant. Et donc de les entendre raconter que en fait on ne fait qu'un sur cette terre, avec nous-mêmes, avec les autres et avec la nature. Là on s'est dit waouh, on a vraiment touché l'essence même de ce qu'on était parti chercher. Et ce qui est assez drôle dans tout ça, c'est que au Mexique, on a rencontré par un concours de circonstances le fondateur du Courrier international, Juan, un ancien révolutionnaire d'Équateur qui a été prisonnier politique, torturé, qui a participé à la révolution de Salvador Allende avant de vivre le coup d'état de Pinochet, d'être prisonnier politique encore une fois. Bref, ce mec, on a fini par le rencontrer et il nous a dit « Vous avez un super projet entre les mains, moi je peux vous connecter avec Arte à la condition que vous fassiez du reportage sur les communautés indigènes car ce sont elles qui ont tout le savoir et tous les problèmes de notre monde. C'est eux qui ont les clés pour les résoudre. » On ne l'a pas fait, mais indirectement, les personnes qu'on a interviewées étaient impliquées dans ces relations ancestrales un petit peu avec le vivant, et notamment les peuples indigènes, donc les Kogi en Colombie, les Mayas au Guatemala, avec l'école que mentionnait Diane, Tapit, qui reconnecte les enfants du village avec la cosmovision maya, ou encore Arturo, un producteur de vanille qui en fait travaille dans la Chinantla, une région où il y a encore en fait une sorte de culture traditionnelle autochtone indigène où une langue spéciale est parlée. Et Arturo, son père, a redécouvert que la vanille poussait là-bas, qu'elle était originaire de là-bas. Et cette même vanille était vendue à bord de 2 galons. Donc c'est pour montrer un petit peu tout cet écosystème, comment il a interagi. Et au final, voilà, on est parti d'entrepreneurs à impact pour se retourner vers des communautés indigènes, des gens, des peuples qui aient vraiment cette connexion avec le vivant. Et je pense que c'est ça aussi le gros de notre enquête, c'est qu'en fait,
il faut qu'on se reconnecte au vivant pour aller mieux dans notre monde. Un sacré apprentissage, effectivement. Donc, vous êtes resté à peu près 1 an en Amérique centrale, Amérique latine, en allant jusqu'en Colombie. Quel est le moment où vous sentez que le projet touche à sa fin, que vous avez envie de repartir en France? Cette question du retour, on se l'est posée à plusieurs reprises. D'abord parce que le projet devait durer 1 an et demi et qu'au bout d'1 an et demi, on était seulement arrivé au Mexique. Donc on a eu envie d'aller découvrir tout ce nouveau monde avec ces nouveaux yeux qu'on venait de poser sur le projet. Et puis après, on s'était donné 1 an de plus, qui s'est transformé en 1 an et demi de nouveau. Mais je pense que assez naturellement, à la fin, on avait cette date en fait de septembre 2024 où on savait qu'on avait l'opportunité de rapporter tous ces apprentissages dans notre école de commerce qui nous avait soutenus depuis le début, mais un peu de loin. Et là, c'était enfin l'opportunité de retourner là où tout a commencé pour commencer à faire changer les esprits et les mentalités au sein même de notre école et de cette formation qui nous a formés à la gestion de projet. Et je pense que assez naturellement, le moment est venu pour nous de rentrer. Je pense qu'on était fatigués du nomadisme, fatigués de ne pas avoir de lieu, ressources où pouvoir rentrer. C'est quelque chose qui, pendant le voyage aussi, prend tout son sens finalement. Avoir quelque part où poser ses valises ou ses sacoches. Après s'être éloigné et s'être autant déconstruit, de venir se réenraciner et reconstruire quelque part. Quand vous arrivez sur les bancs justement de cette école de commerce, doit y avoir un sacré décalage parce que couche après couche, vous avez déconstruit un peu tous les schémas inculqués pendant 25 ans et vous revenez là justement en France en cette qualité de slow reporter, un métier que vous avez créé aussi pour vous-même. Comment se traduit votre quotidien aujourd'hui? On est comme un retour de transat, ça prend du temps de se réhabituer au rythme moderne au 21e siècle, en 2025 en France. Donc je pense qu'on est toujours en période d'atterrissage. Outre cette période d'atterrissage qui prend du temps, forcément, de se réinscrire dans un quotidien plus classique, on dira. Là, on passe vraiment dans la partie transmission et c'est tout aussi beau que la partie exploration pour nous. Parce qu'on a enfin la possibilité de partager tout ce qui nous a été transmis, tout ce qui nous a été offert. Et ça, c'est assez précieux. Donc voilà, projet d'émission. Avec les 9 épisodes qu'on va produire avec Des clics et des claques. Et aussi à travers les conférences, nous, on a envie de partager le témoignage qu'on aurait aimé recevoir il y a 10 ans, quand on était encore sur les bancs de l'école. Donc on cherche à intervenir auprès d'écoles, pas forcément que de commerce, mais d'écoles qui ont envie un petit peu de sensibiliser leurs étudiants et de leur montrer un petit peu que c'est pas parce qu'ils font une école de commerce, de gestion, d'ingénieurs qu'ils vont être obligés de contribuer à faire en sorte que le monde ne tourne pas rond, bien au contraire. Donc c'est l'idée d'aller parler à cette audience, à cette jeune génération, pour l'inviter à mettre ses talents au service de l'avenir plutôt que de le détruire. Qu'ils n'oublient pas une chose, c'est qu'il ne faut pas perdre leur vie à la gagner. Une des plus grosses motivations à vouloir rentrer, c'était partager ce savoir et aussi collaborer avec plein de gens qui œuvrent un petit peu dans la même mouvance, dans l'idée un petit peu de révéler les talents de demain pour qu'on les mette au service de l'avenir. Tu sais, de collaborer avec des structures comme On the Green Road, que tu connais bien Anto, et notamment le Vaya Campus pour former des futurs reporters de terrain, reporters de solutions qui vont voyager en mode mobilité douce. Quelque chose qui nous tient énormément à cœur. En fait, ce projet Inspire, il n'aurait jamais abouti sans la générosité de beaucoup de personnes qui nous ont donné des conseils, qui ont pris le temps de nous aiguiller. Du coup, la moindre des choses, c'est de pouvoir redonner à notre tour. Et c'est, je pense, la plus belle des récompenses que d'avoir des participants qui nous disent « Merci, ça nous a grave inspiré ». Et je parlais au début du fait que vous avez un peu quitté le train de la réussite sociale, mais de la réussite de la manière dont on le voit aujourd'hui dans la société. L'idée pour vous aussi, c'est de changer ces modèles de réussite. Comment vous voyez les choses aujourd'hui et comment vous participez à ça et quel modèle de réussite vous avez envie de mettre en avant? Je pense que ce qui est important de souligner, c'est que justement, il n'y a pas que un modèle de réussite. Nous, on a été beaucoup incités à suivre un modèle de réussite standardisé, je dirais.
mais un peu du passé, de mon point de vue actuel, à savoir réussir sur un point de vue de statut social, réussir une carrière, réussir matériellement aussi, sur un point de vue matériel, être propriétaire, avoir sa voiture, gagner un bon salaire, etc., etc. Cette ascension-là, moi, c'est plus celle à laquelle je m'identifie. Et je pense que si on ne poursuit que ça, on va être bien déçu en bout de vie de se demander qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qui nous rend fiers, quelles sont les histoires qu'on a envie de transmettre et de raconter. A contrario, quand on écoute son cœur, quand on écoute ses passions, ses motivations et qu'on essaye de contribuer à la construction d'un monde meilleur, la satisfaction, elle est immédiate. Oui, j'ai déjà vécu un morceau de vie qui me satisfait sur plein de plans. Et j'ai l'impression de mieux me connaître et de mieux savoir qui je suis après cette expérience. Et j'ai plus appris ces 5 dernières années que les 25 d'avant, je pense, sur qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime. Et ça, c'est un bagage qui pourrait s'échanger pour rien au monde. Donc je pense que la réussite aujourd'hui, c'est plus de chercher qui on est et quelle peut être notre juste place pour se sentir bien et se sentir épanoui. Je pense qu'aujourd'hui, on n'essaye pas d'inspirer des carrières à succès, mais plutôt des vies à sens. Et ça fait toute la différence. Et ça nous amène aussi à promouvoir un nouveau paradigme. En fait, on se rend compte que le monde dans lequel on vit, il touche à sa fin. On a besoin d'un nouveau monde, mais pour ça, il faut faire donner naissance à ce nouveau paradigme. Donc, c'est vraiment le nous plutôt que le je, l'être plutôt que le paraître. L'idée vraiment de se reconnecter un peu plus avec le vivant et de redéfinir nos critères de réussite qui ne sont pas matériels et financiers, mais plutôt de bonheur et d'épanouissement. On a perdu la faculté de rêver, de se projeter dans un futur qui nous fait rêver. Et sans ça, ça va être difficile de donner naissance à ce nouveau monde, de résoudre les problématiques auxquelles on fait face. Donc, il y a vraiment besoin de réenchanter les imaginaires de notre génération et des suivantes et des précédentes également. Et pour ça, je pense les précieux témoignages qu'on a glanés, le nôtre également, c'est la preuve vivante qu'un monde meilleur est possible, qui nous tend les bras et qu'il est juste là devant nous et qu'il y a juste à faire notre part à notre échelle. Et ben c'est sur ce message inspirant et enthousiaste qu'on va clore cet épisode de podcast. Merci beaucoup Diane et Théo pour ce témoignage riche et profondément inspirant. Merci à toi, moi j'ai passé un super moment à revivre ces aventures et ces souvenirs d'il y a 3 ans pour certains, donc merci à toi. Ouais, une grande première, désolé si c'était un petit peu rouillé la parole, mais en tout cas on a fait ça avec le cœur. Merci pour l'opportunité, j'ai eu l'impression de voyager à mon tour, de revoyager intérieurement, et la beauté c'est que c'est comme si c'était hier, donc merci Anto. Avec plaisir, je pense que ça va faire voyager plein de monde. Merci encore, je vous souhaite de passer une belle suite de journée et je vous dis à très vite au festival. Yes, on se voit au festival, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vives voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.